Les documents du solde de tout compte. Lors de la rupture ou de la fin du contrat de travail, l'employeur doit remettre au salarié un certain nombre de documents qui vont constituer le solde de tout compte. Ces documents sont pour une partie obligatoires et pour une autre partie, ils peuvent être facultatifs effectivement. À quel moment est-ce qu'il doit les remettre ? Alors effectivement, la loi n'est pas très pertinente à ce sujet puisqu'elle prévoit simplement que ces documents soient remis dans un délai raisonnable. Je vous laisse le soin d'estimer un délai raisonnable. Il a donc fallu des jurisprudences pour préciser un petit peu ce qu'était un délai raisonnable. En gros, elles ont estimé que le solde de tout compte devait être remis dans un délai de 15 jours après la date de sortie du salarié. Notre date de sortie, c'est fin du préavis, on est bien d'accord, quand il y a un préavis. Et pas la date de notification. Un délai de 15 jours, ça laisse le temps effectivement de faire un solde de tout compte, de faire les calculs qu'il peut y avoir. Sauf que, pour un document et un seul, ce délai de 15 jours est trop long. En effet, une jurisprudence qui date de 2019 estime que la remise de l'attestation pour l'emploi 8 jours après la date de sortie est une durée excessive. C'est-à-dire que ce document doit être remis vraiment le plus tôt possible et quoi qu'il en soit, avant 8 jours. On espère qu'une jurisprudence contraire laissera un délai un petit peu plus long parce que des fois c'est pas toujours évident de faire un solde de tout compte sur une durée aussi courte, surtout en période de congé ou alors en fin de période de saison par exemple où il y a beaucoup de soldes de tout compte à faire. Quoi qu'il en soit, 8 jours. Donc au-delà de 8 jours, on peut risquer de se voir condamné au prud'homme. Ces documents, nous allons les voir maintenant, les uns après les autres. En premier lieu, le certificat de travail. Le certificat de travail, c'est vraiment le document récapitulatif du contrat de travail du salarié. En effet, il va reprendre tous les éléments qui concernent le contrat de travail du salarié. L'employeur doit impérativement le remettre et le signer. C'est l'employeur qui le signe. Ou quelqu'un qui a son pouvoir. Donc ça peut être le DRH par exemple. C'est certainement pas un assistant RH qui va signer le certificat de travail. S'il ne respecte pas cette obligation, l'employeur peut être assigné au prud'homme et condamné à des dommages et intérêts effectivement. Il est à noter que même en cas de décès du salarié, le document doit quand même être effectué et remis généralement aux héritiers ou au notaire en charge de la succession. Que va comporter le certificat de travail ? Quelles vont être ses mentions ? En premier lieu, la date d'entrée initiale du salarié dans l'entreprise. Alors souvent, c'est la date d'ancienneté, c'est-à-dire la date la plus ancienne. À noter que si le salarié a été en stage ou a été en intérim, ces périodes sont également prises dans le cadre de l'ancienneté, à condition qu'il n'y ait pas eu de rupture entre. Il va aussi y avoir la date de sortie, c'est-à-dire date de fin du préavis ou date de notification du licenciement si c'est une faute grave par exemple. Et enfin, la nature de tous les emplois effectués par le salarié. C'est-à-dire il va falloir les nommer successivement. De telle date à telle date, monsieur untel était magasinier. De telle date à telle date, il était vendeur. De telle date à telle date, il était chef de rayon, etc., etc. Malheureusement, il arrive que ces informations ne soient pas toujours disponibles. On peut aisément imaginer que un salarié qui a une ancienneté d'une 30aine d'années, ça va être très compliqué. Autrefois, on n'avait pas de support informatique, tout était fait à la main et certaines infos se sont effectivement perdues. Dans ces cas-là, il va falloir indiquer monsieur ou madame untel occupait en dernier lieu le poste 2. Avec le risque quand même de se voir enquiquiné par les prud'hommes si jamais ça ne passe pas. Voilà. Le bulletin de paye. En effet, nous allons également remettre au salarié son ultime bulletin de paye qui va effectivement reprendre toutes les sommes qui vont lui être dues. Par exemple, l'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis, etc., etc. C'est ce document, effectivement, c'est ce bulletin de paye qui va servir de base pour établir derrière le reçu pour solde de tout compte. Le paiement, bien évidemment, si ce bulletin de paye est positif, en effet, il peut arriver qu'il y ait des trop perçus, surtout si on a payé en avance, si on a fait des avances de salaire ou autre, aux salariés, on peut très bien envisager que le bulletin de paye soit négatif
cela arrive. Dans ces cas-là, le salarié aura un trop perçu qu'il sera tenu de régler à l'entreprise. À noter quand même qu'il est très 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 difficile pour les entreprises de récupérer les trop perçus des soldes de tout compte des salariés. Généralement, ce sont des éléments à perte puisque les employeurs ne vont pas engager des frais supplémentaires pour aller les récupérer. Donc s'il n'y a pas de trop perçu, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, il va y avoir un paiement généralement qui va être fait par chèque ou par virement. Il est totalement faux de dire qu'un paiement de solde de tout compte doit être impérativement fait par chèque. C'est une idée reçue totalement fausse. Simplement, les employeurs, généralement, se gardent le droit de payer par chèque, tout simplement parce que cela leur permet de pouvoir faire des modifications en dernier recours, si jamais, par exemple, le salarié ne vient pas travailler alors que son préavis n'a pas été dispensé, par exemple. Donc cela laisse plus de souplesse, le chèque. Quoi qu'il en soit, l'employeur peut très bien choisir dans ces cas-là de faire un virement individuel. Il n'y a absolument aucune contre-indication à cela. Le reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte est maintenant un document obligatoire. En effet, pendant de très 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 longues années, il était purement facultatif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il va rester facultatif, par exemple, pour les agences d'intérim. Aucune agence d'intérim ne va remettre de reçu pour solde de tout compte aux salariés en mission qu'elle emploie. Surtout quand ce sont des missions courtes, c'est une exception, effectivement. Quoi qu'il en soit, pour toutes les entreprises, il est maintenant obligatoire. Ce reçu pour solde de tout compte va préciser toutes les sommes versées. Alors, en premier lieu, il va préciser que le salarié a reçu le montant net de X 1000 euros, par exemple. Et il va ensuite préciser le détail des sommes. Alors je vous conseille très très fortement de préciser si ces sommes sont en brut ou en net. Parce que si vous ne mettez que du brut sans préciser que c'est du brut, que va faire le salarié? Il va additionner toutes les sommes qui sont notées. Bien évidemment, il va tomber sur un montant qui est supérieur au montant qu'il aura perçu, c'est logique. D'un côté des sommes en brut, un total en brut, de l'autre côté une somme nette, et il ne va rien comprendre. Donc, il est préférable effectivement de bien préciser dans les sommes perçues si c'est du brut ou du net. Ce document va être fait en 2 exemplaires. Les 2 exemplaires vont être remis au salarié. Le salarié ensuite va devoir les dater, les signer et en renvoyer un à l'entreprise. À noter que le salarié n'est absolument pas obligé de dater et de signer. Quoi qu'il en soit, même si il ne signe pas, cela ne va pas faire grand-chose. Trop de salariés estiment qu'il ne faut surtout pas signer un reçu pour solde de tout compte parce que derrière ils ne pourront pas avoir de recours. C'est totalement faux. Le fait de signer le reçu pour solde de tout compte ne bloque absolument pas les recours au prud'homme. Simplement, le reçu pour solde de tout compte, c'est pour dire tout simplement, ok, j'ai bien reçu cette somme-là aujourd'hui et j'ai bien reçu ces montants-là aujourd'hui sur le bulletin de paye qui accompagne, effectivement. Voilà, c'est juste ça. Le fait de signer ou de ne pas signer le solde de tout compte ne va en rien changer la suite de la procédure si le salarié a décidé d'aller au prud'homme de toute façon. L'attestation Pôle emploi maintenant. Alors, c'est cette fameuse attestation qui doit être remise au plus tôt et avant 8 jours, sous peine de se voir imputer des dommages et intérêts si ce n'est pas fait. En effet, si elle n'est pas remise dans les temps, le salarié peut voir ses droits à l'allocation chômage retardés ou même carrément bloqués. Donc, cette attestation Pôle emploi, elle doit toujours être faite. Même si vous estimez que le salarié n'aura pas droit à la RE. Ce n'est pas à vous de décider, c'est une démission, je la fais pas. Si, même si c'est une démission, on l'a fait, et on l'a fait dans tous les cas. On l'a fait même pour un départ à retraite ou pour une mise en retraite. On l'a fait vraiment systématiquement, cette attestation. À noter que les entreprises de moins de 10 salariés peuvent la faire encore en version papier, alors que pour toutes les autres, elle doit impérativement être dématérialisée. Elle est dématérialisée, donc elle va être envoyée systématiquement à Pôle emploi qui va effectivement récupérer les données qui vont être faites et elle va être remise aussi aux salariés. Là encore, effectivement, certaines agences d'intérim ne sont pas très
respectueuse de ce cas et oublie très très souvent de les donner aux salariés. Alors si le nécessaire a été fait auprès de Pôle emploi, c'est pas franchement gênant que le salarié ne l'ait pas, effectivement. Cette attestation Pôle emploi, elle va reprendre tout le solde de compte du salarié, c'est-à-dire qu'elle va reprendre quel était son contrat de travail. Est-ce que c'était un CDD? Est-ce que c'était un CDI? Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il était cadre? Est-ce qu'il n'était pas cadre? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Quel est le motif du départ? Quelles sont les sommes qui ont été versées les 12 derniers mois? Ce qui va servir de base au calcul derrière. Quelles sommes ont été versées au moment du solde de tout compte? S'il y a une transaction, il faut l'indiquer. S'il y a une indemnité supralégale, il faut l'indiquer aussi. En effet, une transaction ou une indemnité supralégale peuvent déclencher des carences derrière, des carences supplémentaires derrière. Donc c'est important de les mettre. Si jamais il y a une transaction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire effectivement une première attestation pour l'emploi où on va cocher oui, une attestation est en cours. Et ensuite, quand la transaction aura été signée et la somme, l'indemnité transactionnelle versée, il faudra refaire une attestation pour l'emploi indiquant le montant de l'indemnité transactionnelle. Voilà. L'attestation pour l'emploi va être signée par la personne qui a le pouvoir de représentation de l'employeur. Enfin, dernier document à remettre au salarié, l'information quant à la portabilité de ses droits en matière de complémentaire santé et de prévoyance. Il est à noter que cette information peut avoir été faite en amont. Par exemple, un salarié qu'on va avoir licencié, généralement, l'information va être portée sur la notification de licenciement. Un salarié qui démissionne, l'information va être portée sur la réponse qui lui aura été faite suite à sa lettre de démission. Idem pour le départ à la retraite, etc. Par contre, effectivement, un salarié qui est en fin de CDD, il n'aura pas eu cette information puisqu'il n'y aura pas eu d'échange de courrier. Donc, il va être important, dans ces cas-là, de l'informer qu'il a effectivement droit à la portabilité de ses droits. Concrètement, c'est quoi la portabilité des droits? Oui, je recommence. Concrètement, c'est quoi la portabilité des droits? Eh bien, c'est tout simplement le fait pour le salarié de bénéficier d'une couverture pour sa complémentaire santé ou pour sa prévoyance, une couverture gratuite pendant une certaine durée. Pendant une certaine durée, alors généralement, elle va être au moins égale à la durée effectuée par le salarié dans l'entreprise et elle peut aller jusqu'à 12 mois. Pendant 12 mois, le salarié va continuer à bénéficier de sa complémentaire de santé, de sa prévoyance sans n'avoir à sortir le moindre argent. C'est totalement gratuit pour lui. C'est totalement gratuit pour lui, donc c'est quand même extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'il faut l'en informer impérativement au plus tard au moment du solde de tout compte. Toutefois, il doit remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Déjà, en premier lieu, il faut qu'il ait eu une couverture. Si c'est un CDD de quelques mois qui n'avait pas de couverture, bien évidemment, il n'y aura pas de portabilité, ça c'est clair. Voilà, déjà c'est le premier cas. Autre cas, la faute lourde. Effectivement, la faute lourde prive le salarié de la portabilité. Attention toutefois, il n'y a pas encore eu de jurisprudence là-dessus et il y a de fortes chances que, notamment le droit communautaire, le droit européen, retoque ce point parce que, comme vous le savez, le salarié ne peut être privé de ses droits même en cas de faute lourde. Donc à voir, on attend. En attendant, effectivement, un salarié licencié pour faute lourde, pour l'instant, n'a pas droit à la portabilité. Il faut impérativement que le salarié bénéficie de l'assurance chômage, ce qui va exclure la grande majorité des démissions. En effet, sauf les démissions légitimes ou les démissions liées aux nouvelles dispositions depuis novembre 2019, le salarié n'a pas droit à l'ARE, donc dans ces cas-là, il n'a pas droit non plus à la portabilité. Et enfin, dernier point, il faut que le salarié n'ait pas renoncé à la portabilité. Donc effectivement, une fois que ces conditions sont remplies, le salarié a droit à la portabilité. Alors en fonction des entreprises, les procédures sont totalement différentes. Dans certaines entreprises, il faut remplir des documents, dans d'autres, ça se fait automatiquement. Enfin voilà, j'oserais dire que chaque assurance, chaque complémentaire santé ou chaque prévoyance a sa propre procédure et les cas sont différents. Quoi qu'il en soit, même si le salarié bénéficie de la portabilité, il faut savoir que dès l'instant où il retrouve un autre travail,
Même si c'est un CDD de quelques semaines, il perd ses droits à la portabilité. Ça, c'est quand même très important. Parce que souvent, il est écrit qu'il faut que le salarié soit demandeur d'emploi. Et il ne précise pas que si le salarié travaille, voilà. Or, on peut très bien être demandeur d'emploi tout en ayant un emploi. On peut très bien être demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi et accepter un CDD de quelques semaines qui ne va pas nous priver de nos droits. Donc, méfiance quand même. Souvent, dès l'instant où le salarié a retrouvé du travail, sa portabilité, elle saute. Ça me paraissait particulièrement important de le dire. Nous en avons maintenant fini avec les documents à remettre aux salariés au moment du solde de tout compte. Rendez-vous pour le prochain chapitre.